Il y a un personnage dans les Simpsons qui a raté sa vie devant des millions de spectateurs pendant plus de 20 ans et que tout le monde a pris pour une blague. Ils veulent des trucs larmoyants. Je vais tellement leur en donner qu'ils vont se faire livrer des mouchoirs par camion entier. On l'a vu jeter des chats sur des passants, crier des trucs incompréhensibles, se traîner dans la rue comme une âme perdue et à chaque fois, la même réaction, on rigole. Sauf que si on prend 5 minutes pour regarder d'où elle vient, ce qu'elle a accompli et surtout ce qui lui est vraiment arrivé, Être avocate et docteur parce qu'une femme peut tout faire. on tombe sur l'une des histoires les plus glaçantes de toute la série. Et le pire, c'est que les scénaristes ne l'ont jamais caché. Ils l'ont juste enterré sous des gags en espérant probablement que personne n'irait creuser. Je suis exténuée, alors de temps en temps ne me filmez pas, je m'offre un verre de vin avec Buster Chéri. On va creuser. Et à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ce personnage n'a pas été inventé pour faire rire, mais inspiré d'une femme bien réelle, dont l'histoire est encore plus terrifiante que celle de Springfield. Restez jusqu'au bout, parce que ce twist-là, il change complètement la façon dont vous allez revoir cette femme au chat. Il paraît que vous pouvez pas lancer un chat au-dessus du toit. Ah ouais? Ah ben j'ai perdu. Elle s'appelle Eleanor Abernathy, vous la connaissez sous un autre nom, plus cruel, plus simple à retenir, la folle au chat. Elle apparaît pour la première fois dans un épisode de la saison 9, dans un simple micro-trottoir de Lisa Simpson pour le journal de l'école, où la petite fille pose une question qui, avec le recul, sonne presque comme une prophétie. Beaucoup de gens la croient folle uniquement parce qu'elle a quelques douzaines de chats. Mais quelqu'un qui aime à ce point les animaux peut-il vraiment être fou? Sur le moment, c'est une blague, un running gag de plus dans une ville pleine de cinglés, sauf que 9 ans plus tard, la série va faire quelque chose qu'elle fait très rarement avec ses personnages secondaires. Elle va lui donner un passé, un vrai. Et ce passé n'a absolument rien de drôle. Tout ça se passe dans un épisode de la saison 10 à 8, construit comme un faux documentaire, où un réalisateur suit plusieurs habitants de Springfield sur toute leur existence, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Une manière habile de faire du montage parallèle sur plusieurs vies à la fois, et de nous laisser reconstituer les pièces du puzzle nous-mêmes. Et c'est là qu'on découvre Eleanor enfant, une gamine du même âge qu'Homer et Marge, qui a grandi sur les bancs de la même école primaire que toute cette bande de losers en devenir, sauf qu'elle, contrairement à eux, n'a jamais été moyenne. Elle lit, elle questionne tout, elle a des convictions éthiques déjà bien ancrées à un âge où les autres gamins jouent encore à la marelle. Dans une ville aussi arriérée culturellement que Springfield, cette gosse a littéralement 10 bonnes longueurs d'avance sur tout le monde. C'est le portrait exact d'une Lisa Simpson, mais une génération plus tôt. Et ça, gardez-le bien en tête, parce qu'on va y revenir et ça va faire beaucoup plus mal que prévu. Avant de continuer, petite comparaison qui vaut le détour. À la même époque, la jeune Marge montrait elle aussi un vrai talent pour le journalisme et pour l'art. Sauf que chez elle, cette ambition va s'éteindre doucement, sacrifiée sur l'autel de la vie de famille. On la voit d'ailleurs essayer de la ranimer plusieurs fois au fil de la série sans jamais vraiment y arriver, toujours ramenée à son rôle de mère au foyer, avec une frustration qu'on sent poindre en filigrane dans plusieurs épisodes. Mais bon, disons-le clairement, Marge, malgré tout, va largement mieux s'en sortir qu'Eleanor, ce qui, quand on connaît la suite, est franchement glaçant. Parce qu'à 16 ans, Eleanor Abernathy n'est déjà plus dans une école normale. Elle est dans l'Ivy League. 7 ans de sa vie sacrifiée dans le système scolaire le plus exigeant des États-Unis. Et à 24 ans, elle en ressort diplômée de Harvard en médecine et de Yale en droit. Vous avez bien entendu, médecin, avocate, une double casquette que la plupart des gens n'obtiennent jamais en une vie entière. Elle l'a bouclée avant 30 ans en se mettant au service du public des deux côtés à la fois, comme soignante et comme protectrice de la loi. Sur le papier, cette femme est une héroïne, le genre de parcours qu'on cite en exemple dans les discours de remise de diplôme. Elle a tout du prochain grand espoir de Springfield. Et puis, 8 ans plus tard, le documentaire la retrouve. Elle a 32 ans. Et ce qu'on voit à l'écran n'a plus rien à voir avec la brillante étudiante d'avant. Elle est épuisée, vidée. Cette pression permanente de performer, cette ambition qu'elle a portée à bout de bras depuis l'enfance, a fini par la broyer de l'intérieur. Elle s'isole dans son appartement, elle adopte un chat qu'elle appelle Buster, et pour tenir le choc, elle se met à boire un verre de vin le soir pour faire passer la fatigue, dit-elle en interview, presque en s'excusant. Sauf qu'un verre en entraîne un autre et qu'un chat en entraîne un autre aussi. Et ce moment précis, cette scène de 32 ans où elle rigole nerveusement avec son verre à la main, c'est très exactement l'instant où toute sa vie bascule. Le point de non-retour, filmé en gros plan, sans même que le spectateur de l'époque comprenne encore ce qu'il est en train de voir. 8 années de plus, c'est cool. Et là, il ne reste plus rien. L'ancienne diplômée d'Harvard et de Yale ne communique plus que par onomatopée incompréhensible, hurler dans la rue en balançant des chats sur qui passe à sa portée. C'est à ce moment précis qu'elle devient, pour tout Springfield, la folle au chat. Plus aucune mention de ses diplômes. Plus personne pour se souvenir qu'elle a sauvé des vies et défendu des innocents. Juste une étiquette, celle de la cinglée du quartier. Et si on y réfléchit 2 secondes, c'est peu être la partie la plus tragique de toute l'histoire. À force d'avoir passé sa vie le nez dans les livres, à courir après l'excellence, Eleanor n'a jamais eu le temps de se faire un seul ami. Résultat, quand tout s'effondre, il n'y a littéralement personne pour le remarquer. Personne pour tirer la sonnette d'alarme. Sa chute a eu lieu dans l'indifférence la plus totale et sa maladie mentale est devenue, avec le temps, la seule
seule identité qui lui restait aux yeux des autres. Et le plus douloureux là, dedans, c'est que la série continue, encore aujourd'hui, à nous montrer des éclats de cette ancienne brillance coincée sous des années de délabrement. Dans un épisode de la saison 28, on l'entend chanter, et sa voix est sublime. Ce n'est clairement pas la voix d'une femme incapable de fonctionner en société. Ailleurs, elle se présente même à l'élection du maire de Springfield et tient un discours parfaitement structuré sur les aides aux petites entreprises et la responsabilité des grandes entreprises. L'ambition, l'intelligence, la conscience sociale, tout est encore là, juste enfoui, presque inaccessible, sous des années de souffrance silencieuse. On voit aussi ressortir de temps en temps une forme d'attachement presque maternel, très mal exprimé, envers Lisa Simpson. Un jour, elle lui offre un chat qui ressemble très pour trait à son ancien Snowball 2, tout juste après la mort de celui-ci. Un geste violent dans la forme, quasiment agressif, mais qui part d'une intention limpide. Elle a vu une petite fille en deuil et elle a fait, à sa manière cassée, ce qu'elle pouvait pour l'aider. Et ce geste-là n'est pas anodin. Il trahit un lien souterrain entre les deux personnages, un lien qu'on va explorer maintenant, et qui, une fois qu'on l'a vu, ne peut plus être ignoré. Il existe une théorie, assez répandue chez les fans les plus assidus, qui voudrait qu'Eleanor Abernathy soit en réalité la grand-mère de Ned Flanders, aperçue dans un épisode consacré aux premiers mots de Lisa. Sur le papier, la ressemblance de design est troublante, et les deux femmes partagent une excentricité comparable. Sauf qu'en creusant, cette théorie s'effondre en 2 secondes. La grand-mère de Ned a un nom bien précis, révélé ailleurs dans la série, et ce n'est clairement pas Eleanor. Désolé pour les théoriciens de Reddit, celle-là ne tient pas la route. La vraie connexion, la seule qui compte vraiment, elle est ailleurs. Et elle est bien plus dérangeante qu'une histoire de filiation. Parce qu'Eleanor Abernathy, dans les faits, c'est littéralement le pire scénario possible pour Lisa Simpson. 2 gamines surdouées, précoces, obsédées par la justice et par le savoir dès leur plus jeune âge, qui sacrifient très tôt leurs relations sociales et leur vie personnelle sur l'autel de la performance intellectuelle. Lisa aussi met l'école avant tout le reste, au point que ça vire à l'obsession sur certains épisodes. Et oui, elle aussi finit par adopter un chat. On sait par ailleurs, grâce à plusieurs flash-forwards disséminés dans la série au fil des saisons, que Lisa aurait elle-même fréquenté une université de l'Ivy League à l'âge adulte. Certains de ses futurs alternatifs la montrent gravir les échelons jusqu'à des fonctions publiques prestigieuses, loin de la trajectoire d'Eleanor. Mais ce simple parallèle suffit à donner des frissons. La ligne entre le destin d'une enfant prodige adulée et celui d'une femme brisée, seule avec ses chats, est beaucoup plus fine qu'on ne voudrait l'admettre. Et puis il y a cette scène, dans un épisode de la saison 22, où Marge tente d'aider Eleanor à se défaire de son syndrome de Diogène, cette accumulation compulsive d'objets qui envahit son appartement. Elle réussit, dans un premier temps. Merci d'avoir nettoyé la pagaille de ma maison et de mon esprit. Dans un moment de lucidité presque bouleversant. Sauf que Marge, en récupérant tous les objets qu'elle jugeait trop précieux pour être jetés, développe à son tour une obsession compulsive du stockage. Et pour la soigner, Homer n'a qu'une solution, réunir de nouveau Marge et Eleanor, ce qui a pour effet immédiat de faire rechuter cette dernière dans exactement la névrose dont elle venait tout juste de se libérer. Une rechute provoquée, presque orchestrée par les gens censés l'aider. On referme la parenthèse sur une femme réduite, une fois de plus, à l'état de coquille vide, sans aide, sans amis, comme si l'univers entier de Springfield s'acharnait à l'empêcher de guérir. Maintenant, voilà la partie que très peu de gens connaissent, et c'est celle qui va vous glacer un peu le sang. Ce personnage n'a pas été inventé de nulle part. Les scénaristes se sont directement inspirés d'une femme qui a réellement existé, Edith Bouvier-Bill, plus connue sous le nom de Big Eddie, tante de Jacqueline Kennedy Onassis. Une femme brillante, mondaine, cultivée, tombée peu à peu dans la réclusion totale, entourée de dizaines de chats, dans un manoir en ruine sur Long Island, connu sous le nom de Grey Garden. Son histoire a même donné naissance à un documentaire culte. Autrement dit, derrière le running gag le plus absurde de Springfield se cache la trace d'une vraie femme, d'une vraie chute, d'une vraie tragédie humaine, que les scénaristes ont simplement recyclé en costume de comédie. Ce n'est pas juste un personnage caricatural inventé pour faire rire. C'est un miroir déformant tendu vers une histoire réelle de génie brisée par l'isolement. Alors qu'est-ce que ça nous dit, au fond, sur cette ville et sur cette série, que Springfield a en son sein une femme qui a été médecin, avocate, brillante oratrice, capable de tenir un discours politique solide et de chanter comme une professionnelle, et que la seule chose que la ville entière retient d'elle, c'est le mot folle. Personne ne s'est jamais demandé ce qui s'était réellement passé. Personne n'a cherché à l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Et honnêtement, ce sentiment d'effondrement sous le poids du travail et des attentes, moi le premier, je m'y reconnais un peu trop. Cette pression de devoir sans arrêt progresser, de se comparer aux autres, de justifier chaque heure de sa journée par un résultat concret. Pour ma part, c'est le vertige de bosser à mon compte, de devoir tenir la barre tout seul, de savoir que si je m'arrête, plus rien n'avance. J'adore ce que je fais, mais c'est terriblement facile de se laisser couler sous cette charge mentale, jusqu'à l'épuisement complet. Alors si vous vous reconnaissez un peu dans ce que je viens de dire, prenez ça comme un rappel. Personne ne mérite de finir comme Eleanor Abernathy, oubliée de tous, réduite à une étiquette, simplement parce qu'elle n'a jamais pris le temps de souffler. Elle est utilisée comme gag depuis plus de 2 décennies. Mais dans les faits, la folle au chat, c'est sans doute l'un des personnages les plus tragiques de toute la mythologie des Simpsons, et l'un des mieux dissimulés. Une victime du silence, de la solitude et de la pression sociale, cachée derrière des chats volants et des borborigmes. Et si un jour la série décidait enfin de lui offrir une fin un peu plus digne, honnêtement, ce serait amplement mérité. Alors maintenant que vous connaissez toute l'histoire, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que les scénaristes sont allés trop loin en cachant une tragédie aussi lourde derrière un running gag, ou est-ce que c'est justement ce qui rend les Simpsons aussi brillants, cette capacité à faire rire tout en racontant quelque chose de terriblement vrai?